Bonsoir Chérif. Les assises de l'entreprise du CNP et le Salon international des professionnels de l'économie numérique qui se tiennent présentement à Dakar, prétexte de l'entretien de ce soir. Nous en parlons avec Antoine Ngom, président d'Optique, organisation des professionnels des TIC et vice-président du Conseil national du patronat. Bonsoir Antoine Ngom. Bonsoir Mamoudou. Les assises de l'entreprise chère au CNP se succèdent. Ressemble-t-elle? Est-ce que vous avez le sentiment que les lignes bougent? Absolument. Et je crois, Mamoudou, vous qui avez l'habitude de suivre cet événement, vous avez dû vous rendre compte au fil des années qu'à chaque fois, il y a une touche particulière pour chaque année. Je voudrais, avant de peut-être continuer mon propos, quand même remercier le Premier ministre qui a accepté, comme les années précédentes, de venir présider l'ouverture des assises, ainsi que tous nos partenaires et sponsors qui nous ont aidés et qui nous aident tous les années à réussir en fait ces assises de l'entreprise. Oui, mais justement, chaque année, vous parlez de fiscalité. Cette année encore, le président Baïdy Agne a demandé même une trêve fiscale, de la pression fiscale sur les bons contributeurs. Pourquoi une telle revendication? Avez-vous le sentiment qu'on vous a bien entendu? Alors, on n'a pas parlé que de fiscalité. Effectivement, si on revient sur un point, c'est que c'est un point qui n'a pas été forcément résolu de manière satisfaisante. Mais comme vous l'aurez compris, cette année, il y a quand même un certain nombre d'événements qui sont abrités par les assises de l'entreprise cette année. Il y en a eu 4. Il y en a un sur le pétrole et le gaz, le symposium sur le pétrole et le gaz. Si vous voulez, on pourra y revenir. Il y en a un sur le CIPEN, le Salon effectivement international des professionnels de l'économie numérique. Il y en a un sur le bien-être au travail. Il y en a un toujours sur les conditions de travail en matière de sécurité, de santé, en fait, d'environnement dans le cadre du travail. Donc, Mamoudou, vous voyez, on n'a pas parlé que de fiscalité dans le cadre de ces assises. Pour revenir donc quand même au message fort, voilà, au message fort, notamment sur la trêve fiscale, dire d'abord que on a quand même, bon, il faut saluer, je veux dire, les indicateurs, les bons indicateurs macroéconomiques du Sénégal aujourd'hui, que ce soit au niveau de la croissance qui était à 6,6% en 2016 et qui est projetée à 6,8% pour 2017. Aussi, le déficit budgétaire qui décroît de 0,5%. Je crois que ce sont des indicateurs macroéconomiques qu'il faut saluer, avec un budget qui augmente de 11% pour passer à 3 360 milliards. Donc cette croissance de 11%, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que ce soit uniquement dû en fait à une pression fiscale. L'État projette d'avoir 11% de recettes fiscales en plus, et donc ayant senti depuis un certain temps une certaine pression fiscale pour nous les contributeurs, nous nous sommes dit, nous espérons que cette augmentation de 11% donc, du budget, donc des recettes de l'État, ne vont pas être dues à une pression fiscale plus forte. Le Premier ministre était là, et est-ce qu'il ira dans ce sens? Son gouvernement je pense que ira dans ce sens? c'est un bon sens, c'est du bon sens de se dire, voilà, il faut quand même élargir l'assiette fiscale, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas en continuant en fait, à mettre plus de pression aux bons contributeurs, en fait, qu'on va, je veux dire, entrer dans un cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est quand même essayer de voir quels sont les axes possibles d'élargissement de l'assiette fiscale, et on en a donné quelques-uns, dont par exemple celui lié au NINEA dans les transactions douanières. Donc, en tout cas, on a des pistes pour cela, pour éviter d'augmenter cette pression fiscale sur les bons contributeurs. Alors, cette pique du président Agne, œuvrer pour que Diamniadio ne soit pas construit par l'importation de portes, de fenêtres et autres produits de seconde œuvre en provenance de Chine, Dubaï, etc. Réplique du Premier ministre John, certains me parlent de portes, de fenêtres, mais moi, je vous dis que même des clous, on en importe.
Votre commentaire de cet échange? Des clous, effectivement, on en importe, mais ce que je dis, c'est que... À qui la faute? Le secteur privé sénégalais? Ce que je veux dire, c'est que si on importe certaines marchandises qui, clairement, n'ont pas une technicité extraordinaire, c'est qu'on arrive à les importer à un prix qui est inférieur au coût de revient local. Sinon, bon, nous, chefs d'entreprise, on s'engouffrerait dans la brèche pour créer en fait des industries pour cela. Mais il est clair qu'il y a des efforts à faire en matière de compétitivité dans notre industrie. Il y a des efforts à faire. Si on regarde le coût de la main-d'œuvre qui est de $120 par mois ici au Sénégal contre 50 en Éthiopie, qui devient petit à petit un Eldorado industriel, ça veut dire que si on fait des efforts pour en fait améliorer cette compétitivité et cette productivité, eh ben, on pourra produire des clous au Sénégal. Vous voulez demander un assouplissement de la législation du travail au Sénégal qui vous paraît un peu trop contraignante? Moi, je pense qu'il y a une marge de manœuvre en matière de productivité. Et donc, le point que j'ai indiqué, à savoir sur le coût de la main-d'œuvre, est un point, à mon avis, important sur lequel il faudrait qu'on se concerte, qu'on travaille ensemble. Réviser le Code du travail. Ben, si ça doit mener à une révision, que ça mène à une révision, mais en tout état de cause... Avec le risque d'avoir à dos les syndicats. Non, il faut voir qu'avec les syndicats, comme l'a dit le président Beidi Agne, nous avons une vraie tradition de concertation. Et toutes les mesures qui ont été prises au niveau social sont faites en parfaite concertation. Et donc, on ne pourra mettre en œuvre aucune réforme sans un accord de ces centrales syndicales avec qui nous avons une tradition de concertation. Le secteur privé qui se signale dans les télécoms, déjà vous y êtes, mais je fais allusion au rachat de Tigo par Wari, de Kabirou Mbodj. Peut-on parler ici de succès national? Ce qu'il faut voir, c'est que sur ce cas particulier, avant d'en arriver au cas de Wari, je voudrais dire quand même qu'on a de grands champions d'industrie. Hein. On a de grands champions de façon générale dans l'économie sénégalaise, dans tous les secteurs d'activité. Je veux dire, on peut le voir dans tous les secteurs. Hein. On peut citer Sedima, on peut citer NMA, on peut citer dans tous les secteurs, le BTP, dans la banque, etc. Et là, c'est, je veux dire, un cas qui vient renforcer le fait qu'il y a des chefs d'entreprise, des Sénégalais, qui investissent dans leur pays, qui font de la valeur dans leur pays, qui prennent des risques. Et je pense qu'on ferait mieux d'aider ces Sénégalais-là, de les accompagner à être d'abord des champions nationaux et à aller à conquérir des marchés à l'extérieur. Donc oui, nous saluons, je veux dire, cette opération de Wari, parce que... Elle s'est passée dans les règles de l'art en tant qu'observateur de ce secteur, acteur et observateur. Je dois dire que je pense que ceux qui ont mené cette opération-là sont des personnes quand même assez averties en matière d'affaires. Je crois que le groupe Millicom, je veux dire, c'est leur métier, les télécommunications. Depuis des années, c'est un groupe mondialement connu. Je pense qu'ils ne s'amuseraient pas à aller, je veux dire, dans des transactions qui ne sont pas régulières. Ça, c'est une chose. Et je crois que Wari également a dû s'attacher, je veux dire, des conseils avisés pour que tout soit fait dans les règles. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que je pense très sincèrement que tout cela a été fait dans les règles et que, bien entendu, une approbation de l'État s'impose, comme dans toute opération de ce genre-là. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une opération qui nous rend fiers, nous, secteur privé sénégalais. Nous avons toujours dit que nous souhaitions que le secteur privé sénégalais puisse, je veux dire, intégrer de façon importante et de façon très significative l'actionnariat des opérateurs de télécommunications. Nous avons déjà la Sonatel qui est là avec 27%
de l'État. Mais là, c'est quand même le secteur privé qui est là, dans cette opération-là, avec donc 100% donc, de l'opération Tigo, et donc nous le saluons. Sonatel, puisque vous en parlez, 905 milliards de chiffre d'affaires en 2016, un bénéfice net de 216 milliards, quand même en baisse de 4 milliards, 220 milliards en 2015. Quel est votre commentaire de ces chiffres? Est-ce que les PME des TIC s'y retrouvent? Oui, ça c'est... Je pense que Sonatel est toujours dans la même perspective, hein, c'est-à-dire qu'elle est toujours... c'est une entreprise qui est solide, c'est une entreprise qui marche bien, c'est un groupe, disons, en fait, on parle bien du groupe, hein, quand on parle de ces chiffres-là, d'ailleurs, ce sont les chiffres du groupe Sonatel, donc Sonatel au Sénégal, et puis Mali, les quatre filiales, et on a à peu près 50% en matière de chiffre d'affaires. Donc quand on donne ces chiffres-là, il faut bien voir que c'est en fait le chiffre du groupe de façon générale, et que c'est en gros la moitié qui est faite ici au Sénégal. Vous vous y retrouvez, vous, PME sénégalaise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos PME, effectivement, ont eu à échanger à plusieurs reprises avec la Sonatel pour dire à la Sonatel, vous devez être une locomotive pour les PME du secteur du numérique. Et donc, nous œuvrons ensemble depuis un certain temps à voir quelles sont les voies et moyens pour pouvoir, je vais dire, permettre à ces PME-là, à nos PME du numérique, de ne pas que la Sonatel ne les voit pas comme des concurrents, des entreprises concurrentes, mais que la Sonatel voit les PME sénégalaises comme des partenaires, et qu'en matière de sous-traitance, elles s'y retrouvent, et deuxièmement, qu'en matière d'opportunités d'affaires, parce qu'un opérateur comme Sonatel, quand on regarde en termes de prestations, ce qu'elle sollicite en termes de prestations dans une année, c'est quand même des montants extrêmement importants. Et donc, il y a à trouver une certaine synergie qu'on n'a pas encore totalement trouvée, mais... Une centaine de milliards reviendrait aux PME, non? Voilà, en tout cas, il y a une bonne partie déjà, je pense, de sous-traitance qui est faite, mais j'avoue qu'on peut faire vraiment mieux, et le secteur, les PME du numérique souhaitent aller beaucoup plus loin dans leur partenariat avec la Sonatel. Donc cette présence de multinationales dans le secteur est une menace pour vous, PME sénégalaise? Alors, je prends l'exemple d'Atos. Est-ce que Atos vous gêne? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la présence de multinationales comme Atos, il y a à la fois des opportunités, et on peut y voir aussi des menaces pour les PME. Je m'explique. Je pense que si on met en place un partenariat intelligent entre ces multinationales et ces PME, ça peut être un cercle vertueux où des projets sont réalisés ensemble entre ces multinationales et ces PME-là, pour des multinationales comme Atos qui sont installées ici au Sénégal. Ça peut être une menace, comme ça l'a été un peu à l'installation d'Atos, à savoir que les PME, en fait, ont dû subir quand même des pertes en termes de ressources qui ont été déjà formées, tout simplement parce que Atos ne trouvait pas sur la des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, des ressources humaines suffisantes pour subvenir à ses besoins. Et des parts de marché aussi, des pertes, non? Des parts de marché, effectivement, des parts de marché également ont pu être, ont pu échapper certainement à des PME sénégalaises. Mais ce que je veux dire, c'est que cela, il faut pas en fait faire une opposition entre ces multinationales et les PME. Il faut, à mon avis, trouver le moyen, dans le cas où c'est des projets gagnés par ces multinationales-là, qu'elles puissent travailler en bonne intelligence et en partenariat avec des structures sénégalaises qui vont occuper dans leur groupement des
des positions qui leur permettent de prendre le relais sur ces projets-là à travers un transfert de compétences. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je pense qu'au niveau de l'État, l'État doit pouvoir travailler à faire confiance à ces PME dans des projets d'envergure. Dans le cadre des assises de cette année, par exemple, nous avons souhaité que l'État travaille avec ces PME pour adresser le projet important des documents sécurisés depuis l'état civil jusqu'à la carte d'identité, jusqu'au passeport. Gros marché de 50 milliards que vous avez perdu. Les cartes absolument, et nous l'avons... Et ça vous est resté toujours là? Et nous l'avons effectivement dénoncé. C'est pour ça que nous souhaitons qu'il y ait un nouveau grand projet cohérent. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Mamoudou? C'est que nous avons un état civil qui n'est pas en gros numérisé, qui n'est pas automatisé, qui n'est pas informatisé et donc qui n'est pas entre guillemets sécurisé. Et derrière, on a en fait des passeports numérisés censés être sécurisés, des cartes d'identité censées être sécurisées, numérisées, alors qu'elles prennent leur source dans une base qui n'est pas sécurisée. On a compris, on n'a qu'à vous donner l'état civil comme marché. Alors, mais on va, parce qu'on est rattrapé par le temps, que pense votre salon international des professionnels de l'économie numérique, de la stratégie Sénégal numérique 2016-2025? Est-ce que vous pensez vraiment que le Sénégal est assez outillé pour être un hub technologique préférentiel à côté de pays comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie? On peut beaucoup de choses, mais bon, voilà, tout nous ramène à l'économie numérique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le plan stratégique Sénégal numérique 2025, c'est un plan stratégique qu'on a appelé de nos voeux depuis longtemps parce que le Sénégal ne disposait pas de stratégie numérique, ce qui est assez quand même aberrant. Depuis des années et des années, nous n'avons pas eu de stratégie numérique. Et là, on doit saluer quand même une démarche inclusive et participative qui a été mise en place par le ministère en charge justement du numérique. 1361 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce Sénégal numérique 2025, dont 73% financé par le secteur privé. Absolument, et avec des ambitions assez fortes. Hein. Là, effectivement, un budget de 1300 milliards, une forte participation du secteur privé sénégalais, des créations d'emplois d'environ 30 000 par an, et je peux dire des mesures, surtout des mesures en faveur de l'industrie numérique, un fonds de 10 milliards qui va être mis en place, je veux dire l'initiative Startup Sénégal qui pourra bénéficier d'un accompagnement de 1 milliard par an. Donc il y a des mesures fortes. Le Sénégal Hub technologique, vous y croyez? Oui, nous y croyons. Et je crois une forte concurrence comme la Côte d'Ivoire, le Maroc. Nous y croyons et je pense que il faut qu'on accélère la mise en place du parc des technologies numériques parce que ça va être vraiment la vitrine, voilà, ça va être la vitrine du numérique au Sénégal et j'espère la vitrine du numérique dans la sous-région. Alors, Antoine Ngom, je vous soupçonne des ambitions présidentielles au CNP. Alors, futur président du CNP? Non, nous sommes très contents de notre président actuel qui est il n'est pas prêt à prendre sa retraite? Non, nous ne souhaitons pas qu'il prenne sa... Il n'y a jamais d'alternance dans vos organisations. Une limitation du nombre de mandats. Nos élections sont tout à fait démocratiques. Je crois que vous-même, peut-être, vous avez eu à assister au renouvellement de nos instances et ça se passe de toute manière tout à fait démocratique, à savoir que tous les candidats qui souhaitent prendre la présidence du CNP peuvent tout à fait se présenter. Je milite pour que M. Baïdy Agne se représente comme président du CNP. Interdit d'avoir des ambitions présidentielles au CNP. Merci. Antoine Ngom, vice-président du Conseil national du patronat et président d'Optique. C'est l'organisation des professionnels des TIC. Chérif Setou, si tu as une ambition présidentielle, il faut militer au CNP. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.